Je vais mettre du temps à me remettre de l'entretien d'aujourd'hui que j'ai fait avec nul autre que Sa Majesté, la reine Élisabeth II. En passant, c'est quoi le rôle d'une reine au Royaume-Uni? De nos jours, le détenteur de la couronne britannique est surtout un symbole. Il n'y a donc pas de pouvoir réel, mais plutôt un pouvoir symbolique. Le gros du pouvoir du Royaume-Uni est donc détenu par le Premier ministre et le Parlement britannique. Si on situe le règne d'Élisabeth II dans l'histoire de la monarchie britannique, on peut dire sans se tromper que ce règne-là est capital. Tout d'abord, c'est le plus long règne britannique, ce qui est pas rien. Aussi, Élisabeth II consolide le Commonwealth. À titre informatif, le Commonwealth est une organisation intergouvernementale dont le Canada fait partie, mais aussi l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Inde et le Bangladesh pour nommer que ces pays-là. En fait, le Commonwealth rassemble 54 pays indépendants en 2021, ce qui représente à peu près le tiers de l'humanité. Le un tiers de l'humanité, ça fait beaucoup de monde. Pour en revenir à Élisabeth II, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle a été reine durant tous les moments forts de la seconde moitié du 20e siècle et durant les premières décennies du 21e siècle. Cela comprend donc la guerre froide, la montée du communisme, les années au pouvoir de Margaret Thatcher, le Brexit, l'apartheid en Afrique du Sud, le rapatriement de la Constitution canadienne et bien sûr les deux référendums du Québec. Femme habitée par l'histoire, Élisabeth II est un must à avoir en entretien. Salut, je m'appelle Félix Lefebvre et j'ai une machine à voyager dans le temps. Puisque j'aime discuter et j'aime l'histoire, la machine à voyager dans le temps me permet de faire la conversation avec des gens morts depuis longtemps, d'enregistrer nos conversations et d'en faire un balado. Bonne écoute! Oh mon Dieu, Élisabeth II, c'est un honneur. Voulez-vous être ma grand-maman? C'est bien gentil, mais j'ai déjà des petits-enfants. Au moins, j'aurais essayé. Je sais pas trop par où commencer notre entretien parce que malgré que tout le monde vous connaît et que je vous vois presque à tous les jours, là, on a quand même votre face sur les 20$, les 25 cents, puis j'en passe, malgré que tout le monde peut vous reconnaître si on présente une photo de vous dans un quiz à la télé ou dans un party de bureau, on connaît peu de choses de vous. Mais il y a des choses que j'ai apprises et qui m'ont étonné. Par exemple, vous aimez pas l'opéra, le théâtre et l'art moderne. Comment ça se fait? Je ne sais pas, ça ne me parle pas beaucoup. C'est pas moi. À l'opéra, je m'ennuie et dans les musées d'art moderne, je ne connais pas assez les codes artistiques. Je n'ai pas d'intérêt, c'est tout. Mais je peux comprendre que certaines personnes aiment cela. Mais j'aime bien la peinture lorsqu'il s'agit d'œuvres animalières. Je collectionne d'ailleurs les peintures d'oiseaux. Eh ben, drôle de hobby. Je vous regarde et vous êtes magnifique. Mais c'est pas nouveau, là. Vous avez toujours eu un style vestimentaire éclaté, flamboyant de par vos vêtements de couleur pastel, bleu royal et jaune canari. En soi, votre style vestimentaire pourrait quasiment être de l'art moderne. Oh non, ne poussez pas trop. Je rigole, voyons. Je suis surpris de votre aisance à parler en français. Où avez-vous appris cette langue-là? Dans ma jeunesse, c'est une langue que j'aime beaucoup. Au contraire de ce qu'on pourrait croire, vous ne portez pas de grandes marques de vêtements. C'est pas un reproche, là. Mais pourquoi vous en portez pas? On s'entend que votre portefeuille doit être pas pire rempli. Je veux ressembler aux jeunes du peuple. Pour ressembler au peuple, je suis sûr qu'un habit jaune canari soit pas la chose à faire, mais bon. Cela étant dit, ça vous va bien, là. C'est pas ça que je voulais pas dire, en tout cas. Je sais pas si vous êtes consciente de la vie que vous avez menée. On peut dire que vous êtes tombé dans votre famille, hein? Vous êtes la reine du Royaume-Uni et du Commonwealth depuis 1952. À cette époque-là, mon grand-père avait 2 ans et vous deveniez reine. On parle donc de votre règne comme étant le plus long règne de l'histoire britannique. C'est de la chance. Nous enregistrons le balado que nous faisons présentement dans votre résidence, le château de Windsor. Comment se passe une journée typique dans la vie de Élisabeth II? Je me réveille à 7h30. Je bois un thé et un jus d'orange apporté directement dans ma chambre. Ok, wow! On entre dans les vrais détails, là. Vous m'avez demandé de m'expliquer le déroulement d'une de mes journées. C'est ce que je fais. Je peux même ajouter des détails. Ah, c'est parfait, là. Continuez comme ça. J'aime ça. C'est ce que je veux. La tasse de thé et le jus d'orange sont apportés par ma femme de chambre qui allume la BBC et fait couler mon bain. Est-ce que vous mangez quelque chose? Parce qu'un thé et un jus d'orange, c'est pas très consistant. C'est à 9h que je mange mon petit déjeuner.
dans la salle à manger. Pendant ce temps-là, je lis le Racing Post, qui est un peu la Bible des courses hippiques. Je veux prendre conscience des résultats des courses hippiques de la veille et les analyser. Des courses épiques? C'est quoi ça? Ce sont des courses de chevaux. Vous regardez les résultats des courses de chevaux à tous les jours. Ça, c'est du dévouement. C'est surtout une passion pour les chevaux. Pendant tout le temps de mon petit déjeuner, un joueur de cornemuse joue un best-of de ballades écossaises sous nos fenêtres. Ben voyons donc. Un joueur de cornemuse qui se fait aller l'instrument et le gorgoton devant vos fenêtres, c'est incroyable. Et à 9h30, je m'installe derrière mon bureau. C'est un bureau français qui a appartenu à la famille Bourbon. Puis qu'est-ce que vous faites à votre bureau? Je réponds à des lettres. On m'envoie plus de 300 lettres par jour, mais je réponds à quelques-unes d'entre elles. Si je devais répondre à toutes les lettres qu'on m'envoie, je passerais la journée à écrire. Ensuite, je reçois mon secrétaire particulier pour une revue de l'actualité et une mise à jour de mon agenda de la journée. Jusqu'au déjeuner, je rencontre des dignitaires, je remets des décorations, je signe des textes de loi. Je prends souvent mon déjeuner seul ou en compagnie de ma dame d'honneur de permanence. À 13h, j'ai un apéritif à base de gin. J'ai une demande spéciale depuis aussi longtemps que je me souvienne que dans mon verre, mes 2 glaçons soient ronds et non carrés. Est-ce qu'il y a réellement une différence entre un glaçon carré puis un glaçon rond? C'est plus joli. Ben, vu comme ça, hein? À 14h, lorsque j'ai pas d'obligation, je vais souvent visiter des écoles, des hôpitaux, des associations caritatives, des usines. Lorsque cela arrive, j'enregistre les courses hippiques pour les regarder à mon retour. À 17h, je prends un thé, mais aussi des petits sandwichs, quelques fruits, des scones tièdes. Je bois parfois du champagne ou du martini. Je nourris moi-même mes chiens et mange une collation de viande et de légumes préparés par mes cuisiniers. Pour que mes chiens mangent de manière égale, je les fais disposer en rond autour de moi et je les nourris. Après cela, à 18h30, tous les mercredis, je rencontre mon premier ministre pour prendre conscience des besoins. Vous êtes donc très informé de ce qui se passe au Royaume-Uni. C'est très important pour moi. À 19h30, je reçois le compte-rendu des séances du Parlement de la journée. Lorsque mon mari était vivant, à 20h, si nous n'avions pas de réception officielle, nous dînions en tête à tête. Parfois, Philippe avait des engagements de son côté, mais je ne détestais pas rester seule dans mes appartements. En fin de soirée, je fais des mots croisés et j'écris le récit de ma journée dans mon journal intime. Est-ce que vous me dites que vous écrivez dans votre journal intime à tous les soirs? Oui. Après votre mort, ce que vous avez écrit dans ces pages-là va devenir des objets historiques, des traces de votre long passage au pouvoir. Après avoir écrit dans votre journal, là, vous faites quoi? À 23h, après avoir lu quelques pages d'un roman policier, j'adore les romans policiers, je m'endors. Mais plus le temps passe, plus je suis accro à la télévision. J'aimerais qu'on recule avant votre couronnement et qu'on parle du couronnement de votre père. Oui, Daddy est devenu roi parce que mon oncle avait abdiqué. C'est vrai, en 1936, votre oncle, le roi Édouard VIII, quitte son poste, quitte la couronne, et votre père, donc le frère d'Édouard VIII, doit le remplacer. Édouard ne veut plus du trône parce qu'on refuse qu'il épouse une femme qui s'est divorcée 2 fois. Pour couronner le tout, sans jeu de mots, là, c'est une actrice américaine, ce qui est mal vu pour l'époque. Ça a tout ce qu'il faut pour enflammer la presse en sensation. Donc Édouard VIII quitte ses fonctions et votre père accède au trône et devient George VI. Ça n'a pas été facile pour Daddy. Il n'était pas préparé à être roi. Toute sa vie, on lui disait que son frère serait roi, pas lui. Daddy avait même pleuré sur l'épaule de grand-maman en cherchant une manière d'éviter son couronnement. Ouais, on comprend.
Et vous, au moment du couronnement de votre père, vous avez 10 ans. À 10 ans, vous apprenez qu'à la mort de votre père, vous deviendrez reine. Vous avez dû pogner un 2 minutes. Comment on se sent face à ce genre de nouvelles-là? Ça fait peur. C'est beaucoup de responsabilité pour des petites épaules d'un enfant. À la mort de mon père, j'étais jeune. J'avais 25 ans et je devais être la femme la plus influente au monde. Avant mon couronnement, j'étais tellement anxieuse, je tenais à m'habituer à porter la couronne. Elle pesait tout de même 3,5 kg. Je la portais, assise à mon bureau, 1 heure par jour. J'étais tellement anxieuse de ne pas être à la hauteur de mes responsabilités. Non, j'ai toujours dit qu'avoir 25 ans, c'est très jeune pour être reine. Surtout dans les circonstances où j'ai appris la mort de Daddy. J'étais en voyage en Afrique avec mon mari. Le prince Philippe. Oui. Daddy est mort prématurément. Sans doute les événements de la Deuxième Guerre mondiale et sa dépendance à la cigarette qui l'ont tué. Je déteste le tabac. Mon père et ma sœur fumaient continuellement. L'un de mes plus mauvais souvenirs de voyage officiel est ma rencontre avec le roi Hassan II du Maroc. Il a passé la soirée à fumer cigarette sur cigarette. J'ai détesté. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimez pas manger? Les crustacés, je déteste les crustacés. Lors de mes déplacements à l'étranger, je demande à ce qu'aucun dîner d'État ne comporte de fruits de mer. Avouez que c'est parce que vous voulez pas avoir d'intoxication alimentaire pendant vos voyages. Peut-être. Quelques années avant votre couronnement, vous avez fait un discours devenu célèbre. En résumé, vous dites que peu importe si votre règne sera long ou court, vous serez toujours dévoué envers vos sujets. Ça c'est vrai, on le sent même avant que vous soyez couronné. Mais retournons un peu à votre enfance parce que dès votre jeunesse, vous êtes fascinante. Tout jeune, vous aimiez les animaux, c'est vrai? Oui, j'ai eu mon premier poney à 4 ans. Elle s'appelait Peggy. Avant d'apprendre que j'allais un jour devenir reine, je voulais être la femme d'un fermier. Quoi? Vous avez entendu la chanson à la ferme à Mathurin puis vous êtes tombé sous le charme, c'est ça? C'est la vie dont je rêvais. J'en reviens pas, c'est incroyable. On dit que vous êtes une personne simpliste et remplie d'humour, je le crois amplement. Avec le recul, je trouve ça un peu drôle. Mais j'ai souvent prié pour que mes parents aient un autre enfant, un garçon, pour qu'il puisse monter sur le trône à ma place. Ça m'aurait permis de m'occuper de ma ferme à Mathurin. Tous les enfants vont à l'école, mais comment on éduque une future reine? Mon expérience personnelle n'est pas concluante pour répondre à la question. Parce que, malgré mon éducation, je me sentais pas prête à être reine. Je ne connaissais pratiquement rien à la géographie, la politique et l'histoire. Et vous êtes dans le bon balado pour dire que l'histoire c'est important. Comment bien gouverner si je ne connais pas bien l'histoire, la politique et la géographie des territoires qui sont sous ma charge? En effet, il y a un petit problème là. Est-ce qu'on peut parler de votre mariage avec Philippe? C'est tout de même un événement important dans votre carrière, mais aussi dans votre vie intime. Oui, volontiers. On a confié l'organisation du mariage à Philippe. Pourquoi donc? Parce qu'il avait besoin d'un rôle afin d'être intégré à la famille royale dès mon couronnement. C'est un peu une façon de rendre le mariage entre Philippe et vous, disons, plus légitime? Disons que l'organisation de notre mariage par Philippe l'aidait à faire sa place dans la famille, mais aussi dans le cœur de la population. Je vais y aller avec quelques dates en rafale, question de situer nos auditeurs dans le temps. Vous vous êtes marié en 1947, votre père décède en 1952 et vous êtes officiellement couronné en 1953. Comment on choisit une date pour un couronnement? Est-ce que c'est un peu comme prévoir des vacances à Cancun? Vous allez rire. J'attends juste ça. Le premier ministre Winston Churchill et moi aimions les courses épiques. Pour mon couronnement, nous avons donc choisi une journée où il n'y avait pas de course. Mais voyons, un moment aussi important que votre couronnement a été choisi par rapport à l'horaire des courses de chevaux, j'adore! Winston Churchill qui aimait les chevaux, qui l'aurait cru, hein? Pas moi en tout cas. Changement de sujet. Comment on peut décrire votre mari? Parce qu'il n'y a pas toujours eu une bonne presse, là. Ce que je peux dire de lui, c'est que c'est le prince de Grasse, c'est du Danemark jusqu'à votre mariage. C'est un haut gradé de l'armée, et il ressemble à Dark Sidious dans Star Wars.
qui est Dark Sirius. Un genre de chevalier ténébreux. Je peux ajouter que Philippe était un leader et un homme de caractère. Oui, un donneur d'ordre qui se retrouve une fois marié a toujours marché derrière vous. Comment est-ce qu'il a pris ça? Philippe vient aussi d'une famille royale et il a eu une brève mais belle carrière militaire. Il connaît la hiérarchie et comprend son rang. Mais il a jamais eu le tempérament d'une deuxième place. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il a un tempérament, n'ayons pas peur des mots, là, parfois macho. Je vais être cru dans ma question. Est-ce que Philippe a réellement pris son trou de façon docile? Il aurait aimé avoir plus de projecteurs sur lui. Bon, enfin un peu d'honnêteté. Mais Philippe était conscient en m'épousant que ce serait pas possible que les projecteurs soient toujours sur lui. Puisqu'on parle de nouveau de votre mariage, vous avez été la première souveraine à être couronnée sous les regards de la télévision, qui était en plein essor à ce moment-là. Il faut bien vivre avec son époque. Ce que j'en comprends du bonhomme, Philippe a toujours aimé la plaisanterie. Je sais qu'une fois, il a demandé à une personne en chaise roulante combien de gens elle avait écrasé aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui accepte ce genre d'humour-là, là. Surtout si la blague provient de la famille royale. L'humour de Philippe lui vient d'où? Est-ce qu'il y a un genre de grand-père humoriste qu'on le sait pas? Je vous confirme que ce n'est pas le cas. Avec son côté détaché, plusieurs ont eu peur que ce soit votre futur époux qui s'occupe du mariage. C'était pas vu d'un bon œil par tout le monde. On avait peur qu'il bouleverse les traditions. Il faut rappeler qu'à votre mariage, nous sommes à la fin des années 40, donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et on est durant la guerre froide. Parlez-moi de cette époque-là. C'est des années de reconstruction. L'Europe a été ravagée par la guerre. Il fallait tout reconstruire. C'est des années où on voit l'avenir de manière positive. Mais la crainte d'une guerre nucléaire entre le URSS et l'Occident faisait peur. Pensez-vous qu'on en viendrait réellement à une guerre nucléaire? Je ne peux croire que l'humain en serait venu à s'autodétruire ainsi. Mais la possibilité que cela arrive était bien présente dans les discussions, autant chez les politiciens que dans la population. Mais cette crainte n'était pas présente seulement aux États-Unis et en Europe. C'est la planète au complet qui surveillait les agissements des deux grandes puissances. C'est durant les dernières années au pouvoir du premier ministre Winston Churchill. Vous pensez quoi de lui? Nous avions une très belle relation, really. Mais nos débuts ont été un peu difficiles. Au départ, c'était une relation très paternaliste. Il voulait constamment me protéger. C'est un peu l'image du vieux lion qui protège le jeune agneau. Dit comme ça a l'air d'être un piège. Mr. Churchill disait de moi que je n'étais qu'une enfant, que j'étais trop jeune pour gouverner. Par contre, lui, il était trop vieux et malade pour gouverner. On a sous les yeux un beau paradoxe. C'est Mr. Churchill qui m'a appris le plus sur mon métier. Il m'a appris concrètement comment s'exécute la politique. Bref, les rouages du métier. Et pas n'importe quel métier, là. Celui d'être reine. C'est pas le genre de job où il suffit d'aller porter son CV. Non, Mr. Churchill et moi avions des entretiens une fois par semaine. Et comme je le disais tantôt, c'est une tradition que j'ai toujours fait avec les premiers ministres qui lui ont succédé. Cela me tient au courant de l'actualité et des décisions. Au départ, avec Mr. Churchill, ces entretiens duraient 20 minutes environ. Mais rapidement, une complicité s'est créée et quand il s'est rendu compte qu'il pouvait me faire confiance malgré mon âge et le fait que je sois une femme, je me souviens que nos rencontres ont déjà débordé sur 1 heure ou 2. Et vous parliez toujours de politique ou les discussions s'éloignaient parfois de ce qui entrait dans le cadre du travail? Oh, nous avons souvent parlé de chiens et de chevaux. Mr. Churchill aimait beaucoup les chevaux. Nous en parlions tout à l'heure. C'est beau de voir que la relation entre vous et les premiers ministres britanniques va beaucoup changer au fil du temps. Au début, vous êtes en quête d'apprentissage, une genre d'éponge à savoir prête à faire ses preuves. Plus le temps avance, plus vous devenez celle qui donne des conseils aux politiciens. Appelons ça la sagesse de la vieillesse. Ou l'inexpérience de la jeunesse. Vers la fin des années 50, vous devez gérer ce qu'on peut qualifier comme étant votre première crise familiale. Et votre famille en a vécu des crises. Votre sœur Margaret veut épouser un homme. Comment il s'appelait donc? Peter Townsend. Exactement. Je vois que vous avez de la mémoire.
Peter Townsend. C'est un héros de la Seconde Guerre mondiale puis consultant de votre père pendant qu'il était roi. Mais vous, en tant que reine, vous interdisez le mariage de votre sœur. Il était où le problème dans cette histoire-là? Peter Townsend était divorcé. Quoi? C'est un peu la situation d'Édouard VIII, votre oncle, qui recommence. C'est incroyable. Margaret était ma sœur. Ça m'a brisé le cœur d'empêcher son mariage. Mais mon sens du devoir et du respect des traditions me demandait de le faire. Je comprends le sens du devoir, là. Mais mettre son veto sur le mariage de sa sœur, c'est intense. Je suis sûr que cette situation ne serait pas arrivée si elle se produisait au 21e siècle. De toute façon, aujourd'hui, être divorcé, c'est pratiquement la norme, là. À travers les années, vous avez 3 de vos propres enfants qui vont eux-mêmes se divorcer. À chaque fois, ça doit ouvrir une certaine blessure en vous. Je n'ai jamais vu de séparation réjouissante. À part dans les films, c'est vrai que c'est rare qu'on sorte le champagne après avoir signé des papiers de divorce. J'aimerais qu'on fasse un peu de coq à l'âne pour parler du dossier de l'Afrique du Sud. Rappelons que l'Afrique du Sud a été colonisée par les Anglais et qu'au fil des années, il y a eu des mesures de ségrégation qui voient le jour pour aboutir à l'apartheid. Ce mot-là est un mot historique lourd d'émotions pour encore plusieurs milliers, voire quelques millions de personnes au 21e siècle. Si je définis dans mes mots ce qu'est l'apartheid, je dirais que c'est un système de ségrégation qui fonctionne grâce à une politique raciste. En Afrique du Sud, durant l'apartheid, toutes les décisions politiques visaient à séparer les personnes blanches des personnes noires. D'ailleurs, le mot apartheid signifie vivre à part. Je trouve le dossier de l'Afrique du Sud très intéressant puisque c'est sans doute le moment de votre règne où vous êtes le plus engagé. Pourquoi? On ne peut pas incarner le Commonwealth et défendre la démocratie tout en dénonçant pas l'apartheid. Vous aviez d'ailleurs une vision contraire à celle de la première ministre de l'époque, Margaret Thatcher. Je voulais mettre de la pression sur le gouvernement de l'Afrique du Sud de manière économique en appliquant des boycotts. Puis qu'est-ce que Margaret Thatcher pensait de tout ça? Avec Miss Thatcher, c'était l'économie avant tout. Elle ne voulait pas que l'on affaiblisse l'économie du Royaume-Uni. Mais même si vous n'étiez pas du même avis que votre première ministre, vous avez tout de même des appuis à l'international. Je pense entre autres au premier ministre du Canada, Brian Mulroney. J'aimais bien cet homme. En tout cas, probablement plus que vous aimiez Margaret Thatcher. Nous n'avions pas beaucoup d'atomes crochus. Si j'étais pas assis, je tomberais en bas de ma chaise à quel point je suis surpris de la qualité de votre français, c'est assez impressionnant. C'est un honneur pour moi de pouvoir m'exprimer dans votre langue. Il ne me faut pas oublier que le Québec fait partie du Commonwealth. Puisque vous ouvrez la porte à ce qu'on parle du Québec, allons-y. Pourquoi est-ce qu'on vous voit pas plus souvent au Québec? Il ne faudrait tout de même pas faire de jaloux. Il y a aussi le fait, pardonnez-moi, que vous n'avez pas toujours été bien reçu au Québec. Je pense surtout au fameux samedi de la matraque en 1964. Le RIN, qui signifie Rassemblement pour l'indépendance nationale, vous a envoyé un télégramme vous avertissant que vous ne seriez pas la bienvenue au Québec. Et dans les rues, les membres du RIN ont vu plusieurs étudiants de l'Université Laval se joindre à eux. En gros, on manifestait dans les rues pour que vous repartiez loin du Québec. Sans oublier le nœud du samedi de la matraque, le moment où la police frappe la foule comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il faut voir l'histoire de manière plus globale. En 1963, soit une année avant les événements, le président Kennedy est assassiné. On prend donc des mesures au Canada pour qu'une tragédie de la sorte n'arrive pas sur le territoire. Je comprends la crainte de certains, surtout que le mouvement indépendantiste québécois était en plein essor. Accueillir la reine à ce moment-là, c'est un peu jouer avec le feu, par exemple. Là. Mais il me semble que la police n'y est pas allée de main morte. Je crois également que la police a mal réagi face aux manifestants, mais en ce qui concerne les actions commises par les policiers, je n'y suis pour rien. Je ne peux tout de même pas me tenir responsable de chacun des coups de bâton. Ne vous inquiétez pas, jamais j'aurais pensé à vous porter des accusations de la sorte. J'aimerais qu'on continue à parler du Québec par contre, mais d'un point de vue plus politique et juridique. Je m'y attendais. Évidemment, je suis québécois, on peut pas passer à côté de certains éléments de l'histoire québécoise. Pour commencer, je sais pas si je vais marcher sur des œufs, mais bon, notre discussion se passe à merveille, donc sentez-vous bien à l'aise s'il y a quoi que ce soit. Je me demandais si c'était vrai que vous aviez une relation, disons, compliquée avec le premier ministre canadien Pierre Elliott Trudeau. C'est une longue question, hein? En tout cas, ça battra jamais la longueur des questions des référendums. Je vais bien peser mes mots. Tout d'abord, je n'ai rien contre Pierre Elliott Trudeau. Il avait un charme, j'aime bien son fils Justin. Mais je trouve que Pierre Elliott
a parfois eu un comportement décevant envers la couronne britannique. Ce n'est pas envers moi, c'est envers la couronne. Qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs petites choses. C'est un peu une accumulation. Par exemple, au Buckingham Palace, il faisait des bouffonneries comme des glissades sur les rampes des escaliers. À l'époque, et même encore un peu aujourd'hui, je vois ça comme un manque de respect. C'est vrai que c'est peut-être pas très protocolaire de sa part. Il a aussi retiré plusieurs symboles royaux au Canada. Ça a dû vous chicoter aussi. Et puis arrive l'année 1982 avec le fameux rapatriement de la Constitution canadienne. Grosso modo, le rapatriement supprime le besoin de consulter le Parlement britannique pour modifier la Constitution canadienne. Mais la monarchie est maintenue. Avec le recul, comment est-ce que vous voyez cet événement-là? Le rapatriement est une célébration du Canada. Attendez là, une célébration vraiment? On dirait que c'est dur à croire, on dirait que vous vous dites un discours appris par cœur là. Non, j'y crois. J'essaie de comprendre votre pensée. Pourquoi est-ce que vous trouvez important que le Canada et le Royaume-Uni restent liés? Nous sommes une grande famille, la famille du Commonwealth. J'ai moi-même des enfants, des petits-enfants. Je veux les avoir près de moi le plus possible, c'est tout. Puis qu'est-ce que vous pensez du fait que le Québec n'ait pas signé la Constitution de 1982? Il me semble que ça enlève un peu l'idée de la fête, non? C'est navrant, mais je crois que cela n'empêche pas le Québec d'adhérer à cette constitution. Le Québec a contribué à la création du Canada. Il en est toujours un acteur important. Il n'y a donc aucun problème à ce que le Québec n'ait pas signé la constitution. Excusez-moi, Votre Majesté, mais là, on sent vraiment le discours appris par cœur. On n'est pas d'accord sur le sujet, c'est pas bien grave. Au moment du rapatriement, c'est Pierre-Éliott Trudeau qui est premier ministre au Canada. Trudeau et vous, à ce moment-là, c'était quoi votre relation? J'ai senti qu'il a voulu m'instrumentaliser en m'invitant à signer la Constitution. En même temps, Trudeau vous a pas tordu un bras pour le faire. Non, c'est vrai. Mais la pression de l'opinion publique canadienne et des médias aurait été immense si je n'avais pas signé la Constitution. De toute manière, je vous l'ai déjà dit, la Constitution de 1982 est une grande fête. Tant qu'à être dans les gros sujets, que pensez-vous des 2 référendums pour l'indépendance du Québec? Je n'ai pas compris pourquoi le Québec voulait abandonner le Canada. Quand avez-vous compris qu'il y avait un mouvement pour la séparation du Québec? Je l'ai compris lors de mon voyage au Canada en 1964. Si tôt que ça, eh ben, vous êtes une petite vite. En même temps, il y avait des manifestations contre le fait que vous soyez au Québec. C'est vrai que ça envoie un message assez clair. Si je comprends bien, si vous aviez été citoyenne du Québec en 1980 ou en 1995, vous auriez voté non. Je ne répondrai pas à ça. Vous avez hésité. Non, je n'ai pas hésité. C'est vous qui avez hésité. Pas du tout, là. Je fais des blagues. Je sais. J'aime bien l'humour. Vous devez connaître le groupe d'humoristes Les Monty Python. Oui, mais ce n'est pas mon style d'humour. J'aime bien mieux les gens comme Charlie Chaplin. C'est vrai que vous êtes vieille. Ben, excusez-moi, là, ça m'a échappé. Je suis certain que vous comprenez très bien le Québec. Vous n'êtes pas d'accord avec toutes les idées à propos de l'avenir du Québec, mais vous les comprenez. Je conçois très bien que vous ne vouliez pas répondre à une question aussi délicate que la séparation du Québec. D'ailleurs, c'est ce qu'on retient beaucoup de vous. Vous vous êtes souvent retenu de rendre votre opinion publique. Vous donnez, sauf exception, jamais d'entrevue. Pourquoi? Est-ce que c'est de la pudeur parce que vous êtes très allumé et au courant des dossiers? Vous êtes capable de vous exprimer et de lancer des messages forts et clairs. Pourquoi pas le faire? Mon rôle n'est pas de donner mon opinion. Mon rôle est de garantir le fonctionnement des institutions du Royaume-Uni. Par exemple, à chaque année, je présente le programme du gouvernement dans ce qu'on appelle le discours du trône. En 1995, pendant le 2e référendum sur l'indépendance du Québec, l'humoriste et imitateur Pierre Brassard vous a appelé en se faisant passer pour le premier ministre canadien de l'époque. Je parle de Jean Chrétien. En se faisant passer pour Jean Chrétien, il a réussi à vous faire avouer que vous désiriez que le Québec reste au sein du Canada. On a fini par avoir votre opinion. D'une manière malhonnête. Encore une fois, je vais y aller dans une zone inconfortable. Avez-vous déjà pensé que votre rôle pourrait être remplacé? Après tout, plusieurs pays n'ont pas de monarchie. J'ai pas peur de répondre à cette question. C'est vrai, plusieurs pays n'ont pas de monarchie. Les États-Unis et la France. Mais la royauté fait partie de la culture du Royaume-Uni.
Les Britanniques s'identifient beaucoup à la famille royale. C'est vrai que vous avez des taux d'approbation assez élevés auprès de la population britannique. Donc oui, le Royaume-Uni pourrait évoluer sans la monarchie, mais elle perdrait un peu de son identité. Mais est-ce que le rôle d'un gouverneur général au Canada est réellement nécessaire? À chaque fois qu'un ou une gouverneur général quitte ses fonctions, c'est une question qui revient sur la table. Il me semble que c'est la preuve que le bas blesse. Un gouverneur général est nécessaire au Canada. C'est mon représentant. C'est lui qui fait le travail que je ne peux pas faire au Canada parce que, même avec des technologies comme Zoom, il n'y a rien de mieux que d'être devant des gens. Mais le rôle du gouverneur général n'est pas un peu paternaliste? Dans notre système politique, c'est la manière de faire. Vous répondez pas à la question. S'il n'y avait pas de gouverneur général, le Canada aurait un autre poste similaire pour occuper les mêmes fonctions. Il ne faut pas oublier que le gouverneur général est celui qui convoque, proroge et dissout le Parlement. Il énonce aussi le programme gouvernemental en lisant le discours du trône. Et s'il signe les projets de loi, c'est un rôle très important, nécessaire, sans le gouverneur général qui mettrait fin au mandat d'un gouvernement. Il y aurait un risque d'affaiblissement de la démocratie. Sans enlever le poste, le dissocier de la couronne britannique pourrait être une solution. Pourquoi? Nous sommes une grande famille. Une famille avec beaucoup de tensions. Remarquez que toutes les familles ont parfois des bons et des mauvais jours, là. Je sais que le sujet est encore sensible, mais pouvez-vous nous parler de la princesse Diana? Je veux rappeler à nos auditeurs qui elle est, avant de continuer, là. La princesse Diana a été mariée à votre fils Charles. C'est aussi la mère du prince William et d'Harry. Le prince Charles et Diana se sont divorcés en 1992 et le divorce est prononcé de manière officielle en 1996. Même après leur séparation, la princesse Diana était littéralement une star dont tous les paparazzis voulaient prendre en photo. C'est d'ailleurs ce qui a mené à sa mort en 1997 après avoir voulu fuir en voiture des paparazzis. C'était une femme accomplie, une femme moderne, admirée de tous. C'est sans doute ce qui rend sa mort si tragique. À sa mort, je suis allée avec Charles et ses enfants au Balmoral Castle pour pleurer. C'est normal. Puis j'ai compris que je devais être plus forte que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? La fonction royale demande d'être solide comme un roc. Ben beau, la fonction royale, la couronne pis tout, mais vous êtes humaine. Vous avez des sentiments, vous avez le droit de les vivre. Je sais, mais je veux être forte. Mais on n'est pas faible en pleurant. Je sais. Tony Blair, mon premier ministre de l'époque, a insisté pour que je m'adresse à la nation. Le Commonwealth aussi était en deuil. Laissez-moi ajouter des détails qui me semblent assez importants pour comprendre l'histoire. La population s'est fâchée contre vous parce que vous refusiez que Diana ait des funérailles royales. Elle n'était plus de la famille royale. C'est quand même la mère de vos petits-enfants. Le refus des funérailles royales a fait baisser la cote de popularité de la couronne. Au moment de la mort de leur mère, William et Harry sont des adolescents. La population et les médias ont pris les deux ados en pitié, ce qui va faire reprendre du jalon à la popularité de la famille royale. Mais bon, on peut changer de sujet si vous le voulez bien. En 2011, vous avez fait une visite officielle dans la République d'Irlande. C'est quand même courageux parce que dans le passé, les nationalistes irlandais radicaux étaient prêts à tout pour empêcher la monarchie de mettre le pied en Irlande. Je pense à l'attentat de 1979 contre Louis Mountbatten, qui se trouve à être l'oncle de votre mari Philippe. Pour situer les gens qui nous écoutent, une bombe télécommandée a été placée près du moteur du bateau où se trouve Louis Mountbatten. L'explosion a fait plusieurs autres victimes, dont son petit-fils Nicolas, qui avait 14 ans. Et aussi Paul Maxwell, qui était un membre de l'équipage. Lui aussi était jeune. Il avait 15 ans. L'attentat était commandité par l'RIA provisoire, ce qui veut dire l'Armée républicaine irlandaise provisoire. Même si ces événements se sont passés en 1979 et que vous n'étiez pas sur les lieux, il fallait du courage pour aller en Irlande en 2011. Pour revenir à votre voyage, en 2011, ce séjour-là en Irlande est en quelque sorte une opération séduction. Tout est pensé. Même vos choix vestimentaires sont pas anodins. Vos vêtements sont souvent verts et vous portez des trèfles et des harpes brodées sur vos vêtements.
Oui, j'oubliais les trèfles. Pendant le séjour, vous avez fait un discours en anglais, mais vous avez prononcé quelques mots en gaélique, qui est l'une des langues traditionnelles de l'Irlande. Vous êtes sensible à la cohabitation, au fil de l'histoire, parfois difficile, entre l'Irlande et le trône d'Angleterre, entre les protestants et les catholiques. Cela faisait environ 100 ans qu'aucun monarque britannique n'était venu en Irlande. Ouais, c'est ce qu'on appelle pas avoir beaucoup de visites. De tout mon cœur, j'ai voulu réconcilier l'Irlande et la Grande-Bretagne. Pourquoi être allé en Irlande en 2011? Pourquoi pas avant? La réconciliation que je voulais n'aurait pas été possible 10, 20 ou 30 ans avant. La tension était grande en Irlande. J'ai attendu le moment où le calme sera plus présent, mais je n'ai pas chômé. En coulisses, j'ai rencontré plusieurs dirigeants d'Irlande au fil des années. Votre mari, le prince Philippe, est décédé le 9 avril 2021, à l'âge vénérable de 99 ans. Vous avez déposé quelques mots sur le cercueil de Philippe. Qu'est-ce que vous avez écrit? In Love in Memory, Elizabeth. C'est beau. Est-ce que vous avez un bon lien avec vos enfants et vos petits-enfants? Je ne les vois pas beaucoup, mais j'ai beaucoup d'amour pour eux. Je vous crois. Et votre relation avec Kate? Kate qui est la femme du prince William. J'ai plein d'admiration pour Kate, mais on ne se voit pas souvent. Son rôle et le sien ne permettent pas que nous partagions de longs moments ensemble. C'est vrai que vous approchez tranquillement des 100 ans. Et vous travaillez encore. C'est ce qu'on attend de moi. La retraite, ça vous tente pas? Je prendrai ma retraite lorsque je vais mourir. Autrement dit, la retraite, c'est pour les autres. Parce qu'à votre âge, à votre place, j'aurais pris ma retraite il y a longtemps. C'est vrai que je vieillis. C'est vrai. J'étais enfant et vous étiez déjà vieille. Oups, je voulais pas dire ça comme ça, là. Vous êtes tout de même la personne ayant porté la couronne britannique le plus longtemps. Pensez-vous que la longévité de votre règne sera un jour battue? Les records sont faits pour être battus. Ouais, c'est sûr. Vous savez ce que je vais retenir de vous? Vous êtes rempli de contradictions et ça fait votre charme. Vous êtes de nature timide, mais vous réussissez tout de même à être très drôle. Mais vous êtes tellement habitué à vous cacher vous et vos sentiments. Je sais que c'est peut-être la fonction royale qu'il veut ainsi, mais on ne cessera jamais de se demander ce que vous ressentez réellement. Merci pour ce beau moment. Merci beaucoup, Félix Lefevre. Revenez au Windsor Castle quand vous voulez. Je voudrais bien revenir, mais au château Windsor, il manque un peu d'art moderne. Je rigole, voyons là. J'aime ça les vieux. Les personnes âgées, c'est mes humains préférés. J'aime bien l'idée de revenir au château de Windsor. On peut pas refuser une si belle invitation. Merci. Et aller dans un musée d'art moderne de temps en temps. L'héritage le plus précieux que lègue Élisabeth II est celui d'une couronne en bonne santé. Bien plus qu'elle l'était lorsque son père est décédé. On peut retenir de Sa Majesté le sens du devoir qui prime sur tous les autres aspects. C'est une femme intelligente, informée. Mine de rien, on est chanceux d'avoir eu cette reine-là aussi longtemps. Parce que ça aurait pu être bien pire, disons. C'est fascinant de voir que les grands monarques de l'histoire britannique sont des femmes. Il y a bien sûr Élisabeth Ière, mais aussi la reine Victoria. Mais ça, on l'apprendra dans un autre épisode d'Entretien avec l'histoire.